Imagine, découvrir que certains secrets les mieux gardés du gouvernement américain ne concernent pas seulement que les armes et les technologies militaires, mais des programmes ultra secrets qui auraient existé pendant des décennies à l'abri des regards du Congrès. Des opérations de récupération d'engins aux performances surnaturelles et inexpliquées. Des tentatives de rétro-ingénierie visant à comprendre les technologies qui dépasseraient les capacités de notre époque. Puis il y a des témoignages provenant de scientifiques, d'officiers du renseignement, de militaires, ayant travaillé au cœur de ces programmes. C'est exactement ce que David Grush affirme avoir découvert au terme d'une enquête qu'il a menée jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. La véritable question était désormais, mais pourquoi il nous cache tout ça, puis même à ceux qui sont supposés d'en être informés. Dans cette deuxième partie, nous allons suivre David Grush au cœur de son enquête. Découvrir ce qui a convaincu David Grush qu'il y a quelque chose d'exceptionnel de caché sous ses programmes. Et de comprendre pourquoi il a choisi de tout laisser tomber puis de tout risquer pour nous divulguer qu'est-ce qu'il a trouvé et en informer le Congrès américain. Alors, bienvenue dans la deuxième partie de David Grush, lanceur d'alerte et héros américain, et je pourrais dire mondial. Au départ, David Grush croit enquêter seulement sur un phénomène aérien. Quelques mois plus tard, il a l'impression d'être tombé sur quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est plus seulement qu'une question d'objets trouvés dans le ciel. C'est rendu une question de compartimentage de l'information, du contrôle puis de la supervision du gouvernement. Plus il rencontre de témoins, plus il découvre qu'il existe, selon plusieurs d'entre eux, une réalité dont même les officiels ignorent même l'existence du programme. Pour comprendre ce qui suit, il faut comprendre comment fonctionnent les programmes les plus secrets du gouvernement. Le monde des programmes noirs. La plupart des gens vont connaître les mentions confidentielles, secrets, top secrets. Mais au-dessus de ces niveaux-là, il y a encore d'autres systèmes encore plus restrictifs. Les Special Access Programs, SAP, SAP. C'est des programmes dont même l'existence est classifiée. La plupart des personnes qui ont des habilités top secrètes savent même pas que ces programmes-là existent. À l'intérieur des Special Access Programs se trouvent souvent les Control Access Programs, CAP, où l'accès est limité à un groupe encore plus restreint. Il y a aussi les Unacknowledged Special Access Programs, les USAP. Ces programmes-là sont si sensibles que même généralement juste leur existence est pas reconnue publiquement. Puis même la plupart des hauts responsables du gouvernement ont pas accès à ça. Selon Grush, c'est précisément dans ces catégories de programmes-là que se trouveraient les programmes liés aux phénomènes aériens. C'est là que son enquête prend une tournure complètement inattendue. Dans les dizaines d'entrevues qu'il a accordées, David Grush explique qu'il s'est jamais contenté d'avoir juste un témoignage pour dire que telle chose est vraie. Parce qu'à la base, c'est pas quelqu'un qui croyait ça vrai. Il ajoute aussi qu'il a rencontré à la base une quarantaine de personnes qui viennent de milieux très différents. Des officiers du renseignement, des scientifiques, des ingénieurs, des responsables militaires, des gestionnaires de programmes classifiés, des personnes aujourd'hui retraitées. Certaines personnes lui ont parlé pendant plusieurs heures. D'autres auraient accepté de lui montrer certains documents ou de lui décrire le fonctionnement interne du programme auquel ils ont participé. Chaque fois, il procède de la même manière. Il valide le parcours professionnel, il vérifie les habilitations, il vérifie si la personne occupait réellement les fonctions qu'elle prétend avoir dit occuper, puis il compare son récit avec celui des autres témoins. Petit à petit, un phénomène attire son attention. Des individus qui se connaissent pas, puis qui ont travaillé à des époques différentes, dans des organismes différents, décrivent pourtant plusieurs éléments similaires. Pour un analyste du renseignement, cette convergence mérite un regard supplémentaire.
Au fil de son enquête, un mot revient régulièrement. Gatekeepers. On pourrait traduire ça en français par les gardiens des portes. Selon plusieurs témoins rencontrés par Grosh, un très petit groupe contrôlerait l'accès à certains programmes extrêmement sensibles. Ces personnes décideraient qui peut rentrer, qui reste à l'extérieur, qui reçoit certaines informations et qui ne les verra jamais. Puis toujours selon son témoignage, ce système fonctionnerait depuis des décennies. Les individus changeraient avec le temps, mais le programme, lui, continue. Cette idée fascine Grosh, parce que ça expliquerait pourquoi autant de responsables gouvernementaux semblent ignorer l'existence de certains dossiers. Ils ne seraient simplement jamais invités à y participer. C'est ici que commencent les affirmations les plus spectaculaires de Grosh. Selon plusieurs témoins qu'il affirme avoir interrogés, les États-Unis participeraient depuis très longtemps à un programme de crash retrieval. Crash retrieval veut dire la récupération d'OVNI. Autrement dit, il y a des équipes qui sont spécialisées pour aller récupérer certains objets qui se sont écrasés. Ces appareils ne seraient pas seulement que des appareils américains militaires ou étrangers. Toujours selon les personnes qui l'ont interrogé, certains objets prétendent avoir des caractéristiques qui correspondent à rien qu'on a ici sur Terre ou connu publiquement. Mais Grosh précise un point extrêmement important. Il affirme pas avoir participé personnellement à ces récupérations. Il dit avoir recueilli les témoignages de plusieurs personnes ayant participé à ces récupérations ou des personnes qui ont travaillé dans le programme directement. Et cette nuance est fondamentale. Son rôle était celui d'enquêteur du renseignement, pas celui d'être sur le terrain. Selon les témoins, la récupération d'OVNI constitue seulement la première étape dans le programme. Une fois l'objet sécurisé, il est transporté, transféré dans des laboratoires afin d'être étudié. Les objets seraient simples en apparence. On essaie de comprendre son fonctionnement, identifier les matériaux, découvrir leur méthode de propulsion, développer éventuellement des applications technologiques. C'est nos iPhones puis toutes nos affaires qui nous vendent. Grosh nous explique qu'il y a certaines technologies qui sont tentées d'être comprises depuis des décennies puis qu'il y a rien qui se comprend là-dedans. Selon leur récit, les progrès auraient été extrêmement lents. Pas parce que les scientifiques manquent de compétences, mais parce que la technologie est tellement avancée que ça dépasse nos connaissances puis nos perceptions de ce qui peut être possible actuel. Encore là, il présente pas ça comme un fait établi. Il rapporte ce que plusieurs témoins lui ont confié, des témoins qui jugent crédibles. Au cœur de son enquête, Grosh dit avoir entendu parler de matériaux inhabituels, que ces matériaux auraient des propriétés très difficiles à expliquer avec ce qu'on a ici. Mais dans ses entrevues, il demeure relativement prudent. Il évite généralement de décrire ces matériaux en détail, parce qu'il rappelle surtout que la plupart des informations demeurent classifiées, que lui est sur un NDA, et que s'il divulgue quelque chose qu'il n'a pas le droit, il peut avoir la peine de mort. Il précise aussi qu'il ne voudrait pas donner des éléments classifiés ou des éléments secrets qui pourraient rendre le pays en danger. Un autre aspect retient particulièrement son attention. Selon plusieurs témoins, une importante partie du programme serait transférée à des entreprises privées. Pourquoi? Parce que les compagnies privées sont pas soumises exactement aux mêmes mécanismes de surveillance que le gouvernement. Il y a plusieurs noms de compagnies qui circulent dans le public présentement. Lockheed Martin, Atoll Memorial Institute, EG&G, Skunkworks, Bell Labs et plusieurs autres. David demeure quand même prudent quand il parle de ces entreprises. On ne sait pas pourquoi. Il nous explique que plusieurs témoins liés les ont mentionnés.
mais il évite quand même de confirmer publiquement parce que c'est encore des dossiers classifiés. Parmi les révélations qui attirent le plus l'attention figure un événement qui remonte à près d'un siècle. Selon les informations recueillies par Grosh, un objet se serait écrasé à Magenta en Italie en 1933, sous le régime de Benito Mussolini. Les autorités fascistes auraient récupéré l'objet. Après la Seconde Guerre mondiale, vers 1945, les Américains auraient récupéré l'OVNI. Mais cette histoire n'est pas nouvelle. Ça circulait déjà depuis longtemps dans les milieux spécialisés. Ce qui est nouveau, c'est qu'un ancien officier du renseignement affirme que plusieurs témoins lui en ont parlé, qui étaient là puis qui l'ont vu. À ce jour, aucun document public permet de confirmer cet événement. Ça demeure donc une affirmation rapportée par Grosh. Il n'y a probablement aucune affirmation qui a marqué le public comme celle-là. Lors de son témoignage devant le Congrès, David Grosh était interrogé sur les occupants des objets récupérés. Sa réponse est devenue célèbre. Il lui indique que plusieurs témoins lui ont affirmé que des restes biologiques non humains ont été récupérés des ovnis, des crashs d'ovnis. Là encore, il prend soin de préciser que c'est pas ses observations personnelles, mais des témoignages qu'il a récupérés. Il rapporte des informations qui lui ont été communiquées sous le cadre d'une enquête. À ce stade de son enquête, David Grosh se retrouve avec un constat qui l'inquiète encore plus que les ovnis mêmes. Même si toutes les affirmations qu'il a recueillies s'avéraient fausses, une question demeure. Pourquoi qu'il y aurait autant de monde qui occupe des postes aussi élevés et qui se mettrait à dire toute la même affaire en risquant toute leur vie? Mais s'ils disent vrai, comment un programme d'une telle ampleur aurait pu vivre pendant autant de décennies sans se faire savoir? Pour Grosh, c'est précisément là qui réside le cœur du problème. Comment ça n'a pas pu se savoir avant? Son enquête, c'est plus une enquête sur les phénomènes aériens non identifiés. C'est rendu carrément une enquête sur la transparence du gouvernement. C'est cette conclusion-là qui va l'emmener à prendre la décision de dire « fuck off, moi je deviens un lanceur d'alerte parce que c'est trop évident qu'est-ce qui se passe. »